On a enfin une date de procès pour celui qui est actuellement l'homme le plus détesté de tous les États-Unis, aka Bryan Kohberger. Qu'a-t-il fait pour mériter ce titre? Eh bien, il est accusé d'avoir assassiné 4 étudiants en novembre 2022 dans l'Idaho. Madison Mogen et Kylie Goncalves, 21 ans, ainsi que Xana Kernodle et son petit ami Ethan Chapin, tous les deux âgés de 20 ans. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, eh bien bienvenue et abonnez-vous, n'hésitez pas, et vous serez ravis d'apprendre que je suis cette affaire au fur et à mesure de son avancée et que je vais continuer à la suivre jusqu'à la fin du procès. J'ai déjà fait 4 vidéos sur cette affaire, celle-ci c'est la 5e et il y a une playlist sur ma chaîne, et je vous ai entendu, normalement c'est bon, j'ai remis les vidéos dans l'ordre dans la playlist. Je vous remets la playlist dans le petit i et dans la description. Je vous conseille vivement d'avoir vu mes vidéos précédentes avant celle-ci, parce que je vais faire un mini récap, mais je vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi j'ai noté ça? Parce que j'ai pas du tout prévu de faire un récap en fait. Je vous conseille vivement d'avoir vu mes vidéos précédentes avant celle-ci parce qu'il n'y aura pas de récap. D'ailleurs, on va reprendre directement là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à partir du 15 mai 2024, et vous allez voir qu'en 4 mois, il s'en est passé des trucs. Alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement et quand vous êtes prêts, bah c'est parti, on y va, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18, are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? À la fin de la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on attendait 2 audiences, une le 30 mai pour parler d'éléments de preuve que l'accusation n'a pas transmis à la défense, comme d'habitude, hein, c'est toujours la merde de ce côté-là, ça ne change pas, et une autre le 27 juin pour écouter la défense expliquer pourquoi, selon eux, il est impératif que ce procès n'ait pas lieu à Moscow, dans la ville où ont eu lieu les crimes, mais qu'il ait lieu dans un autre comté et dans une autre ville. Alors est-ce que c'est ce qui s'est passé? Partiellement. Bon, il y a bien eu une audience, et même 2 en réalité, le 30 mai, il y en avait une qui était prévue le matin et une autre l'après-midi, et comme ça avait été prévu initialement, comme ça avait été annoncé, ces audiences ont été partiellement publiques, on a vu celle du matin, mais pas celle de l'après-midi. Le but de ces 2 audiences, c'était que la défense amène des témoins experts qui puissent venir appuyer un petit peu leur dossier en disant « bah effectivement, il nous manque des éléments, voilà les éléments qui nous manquent, et en fait on ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas ça, pour que le juge puisse intervenir et taper un petit peu sur les doigts de l'accusation là, pour leur dire maintenant vous vous dépêchez ». Donc le matin du 30 mai, c'est Saireh, le grand expert des données cellulaires amateur de whisky dont vous vous souvenez probablement, qui est venu à la barre. Alors qu'est-ce qu'il a dit Saireh? Eh ben il a confirmé ce que nous disait la défense dans sa notice of alibi il y a quelques mois, à savoir que les données cellulaires innocentes Bryan Kohberger. Mais il a aussi ajouté ceci. I would say, in my opinion, looking at what's been produced, probably 2 or 3% is missing, but it's not the amount of data or the time of the data, it's the locations of the data. Some of the most significant locations in this case we're missing some data. Because of the piecemealing of the data, because of the missing data, because of data that I'm reviewing that is incredibly inaccurate, everything that is missing is absolutely in the benefit of the defense right now. Et Saireh va en profiter pour interroger la raison pour laquelle il n'a pas ces données. We've reached a point that we need to determine, is this just human error? Is this accidental? Is it intentional? Is there other things at play here that's changing this narrative to where there's clearly some manipulation of the original data? Ça pose d'autant plus question qu'avant Saireh, il y a un officier de la police de Moscou qui est venu témoigner, qui a expliqué qu'ils ont effectivement plusieurs milliers d'heures de vidéos uniquement sur la voiture, sur la Hyundai Elantra, qu'ils soupçonnent d'être la voiture du tueur. Ces vidéos proviennent, dit-il, de 79 commerces et vidéos de surveillance de particuliers. Où sont ces milliers d'heures de vidéos? Donc on voit bien dans le témoignage de Saireh que les infos qui manquent à la défense et que l'accusation ne donne pas, bah c'est sacrément emmerdant pour le dossier de la défense, ça les empêche complètement de travailler, et si ça se trouve en ayant toutes les infos, il n'y aura pas de procès. Donc c'est vraiment dommage, c'est une perte de temps et c'est une perte d'argent. Voilà, c'est tout pour le côté public de l'audience, on n'aura eu que ça. Avec cet ordre de non-diffusion, on nous file des tout petites miettes comme ça, décortiquées, et puis après, chacun est libre de son interprétation, puisque l'après-midi n'a pas été filmé, mais on sait qui sont les témoins qui sont venus à la barre le 30 mai après-midi.
La défense a présenté 2 témoins ce jour-là. Leah Larkin, qui est une experte en généalogie, qui est contre la méthode IgG. Vous savez, c'est la méthode qui a été utilisée par le FBI pour identifier Bryan Kohberger, en passant par des bases de données privées. Et l'autre témoin qui est venu, elle s'appelle Baika Barlow, et elle est consultante experte en ADN. Donc on sait pas ce qu'elles sont venues raconter, mais vu leur métier... Je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes, il y avait une très forte probabilité pour que la défense attaque soit l'ADN, soit la méthode IgG, soit les deux. Ils ont tranché, clairement, ils attaquent les deux, tant qu'à faire. Donc là, c'est une évidence, ils se préparent à attaquer là-dessus puisqu'ils ont déjà mandaté au moins ces 2 expertes-là sur ces 2 sujets-là. Bon, jusque-là, il s'est passé ce qui était annoncé, ce qui était prévu. Mais ça s'arrête là puisque dès le lendemain, le 31 mai, la défense a déposé une demande qui a été immédiatement acceptée par le juge John Judge pour demander à repousser l'audience visant à demander à déplacer le procès, à le changer de comté. Et pour justifier cette demande, ils ont expliqué qu'un des experts qu'ils avaient prévu de faire intervenir avait besoin de 6 semaines de travail supplémentaires. Donc voilà, ils seront pas prêts pour le 27 juin, mais ils seront prêts pour le 29 août, et c'est une demande, je vous l'ai dit, qui est acceptée par le juge. Mais pour autant, l'audience du 27 juin a quand même été maintenue, on a juste changé l'ordre du jour, on ne va plus parler de pourquoi le procès devrait être déplacé, le juge décide d'utiliser cette audience pour que tout le monde se mette d'accord sur un calendrier qui a été envoyé à l'avance à l'accusation et à la défense, et qu'ils déterminent ensemble, enfin, une date de procès. Et quand je dis qu'ils vont établir un calendrier, c'est pas juste pour les 2-3 prochains mois, c'est vraiment sur toute l'année à venir, tout va être prévu, toutes les deadlines, toutes les prochaines audiences pendant, vous allez voir, mais un peu plus d'1 an. On sait pas précisément pourquoi est-ce que le juge y prend cette décision à ce moment-là, mais ça a peut-être un rapport avec ceci. Début mai, la famille de Kylie Goncalves, qui est de loin celle qui s'exprime le plus parmi les familles des victimes depuis le début de l'affaire, a fait une déclaration à la presse dans laquelle ils ont exprimé le fait qu'ils étaient incroyablement frustrés, ce sont leurs mots, par la lenteur de cette affaire, et ils ont ajouté ceci. Cette affaire tourne en rond, comme une roue de hamster, avec des requêtes, des audiences et des décisions retardées. Ne pourrions-nous pas tous être d'accord sur le fait que cette affaire doit avancer et que le juge doit commencer à fixer des échéances strictes ? Et puis ils ont rappelé aussi au passage que le juge n'est absolument pas obligé de prévoir des audiences comme ça pour tout. Dès qu'il y a un truc, il y a une audience, il écoute les 2 parties, il prend parfois des mois à se décider, et c'est vrai qu'il n'est pas obligé de faire ça. Il pourrait tout à fait demander par exemple à chaque partie de prévoir un dossier ou un petit récap avec leurs arguments, lire tout ça à tête reposée et prendre une décision dans la foulée, plutôt que de prévoir des audiences qui durent une journée entière ou 2 jours, ou parfois plus, et de faire ça de manière systématique. La famille Goncalves, elle en a vraiment ras-le-bol, et probablement que les autres familles des victimes aussi, c'est juste qu'ils s'expriment moins, parce qu'ils disent, en fait, de 2 choses l'une. Soit il est coupable, ce en quoi, en fait, vous repoussez comme ça le moment où nous, on pourra faire notre deuil parce que enfin le procès sera terminé, alors que le mec est quand même en prison depuis fin 2022, soit il est pas coupable, et en fait, s'il s'est passé 2 ans et demi, peut-être même 3 ans avant la fin du procès, comment on va trouver le ou les vrais coupables du coup? Parce que ça va être compliqué de retrouver des témoins, et puis la maison, je vous le rappelle, elle a été détruite, donc comment on fait si c'est pas lui? Donc plus la justice prend son temps, plus, si jamais Bryan Kohberger est reconnu innocent, eh bien on prend le risque de ne jamais trouver le ou les vrais coupables dans cette affaire. Et les parents de Kylie ont totalement raison, le juge n'est absolument pas obligé de faire autant d'audiences, le juge en général est assez libre quand même aux États-Unis. Et c'est vrai que moi c'est une réflexion que je me suis déjà faite, je trouve que John Judge il est assez précautionneux, non seulement il met beaucoup d'audiences, mais même dans sa façon de parler pendant les audiences. To think that we have to have a case so far in the future. But if that's what is the right thing for everything to do it. On voit qu'il prend beaucoup le temps, alors c'est une grosse affaire certes, mais il y a des juges qui vont quand même un peu plus vite que ça, qu'on sent un peu plus sûr d'eux, et je me suis posé la question de pourquoi, parce que on dirait qu'il agit un peu comme s'il était en début de carrière, comme si c'était la première fois qu'il avait un cas comme ça, et je ne connais pas l'âge de John Judge, et je ne veux en aucun cas lui manquer de respect, mais c'est vrai qu'il a pas l'air physiquement d'être en début de carrière. Et pourtant, si. En fait, John Judge, il a fait la majorité de sa carrière en tant qu'avocat de la défense pour un cabinet privé, et puis en 2014, il est devenu magistrat, et il est juge uniquement depuis 2018. Donc en fait, c'est hyper récent. Et du coup, je comprends mieux pourquoi il est précautionneux, parce que c'est à peu près sûr qu'en si peu de temps, c'est la première fois qu'il a une affaire
d'une aussi grosse ampleur. Et puis c'est vrai que ça doit aussi être une énorme pression parce que mine de rien, le monde entier le regarde. À chaque fois qu'il prend une décision, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est repris dans la presse quand c'est filmé. Donc bon, je suis pas à sa place, mais c'est vrai que j'imagine que ça doit pas être hyper confortable comme situation. Bref, parenthèse fermée, John Judge a décidé de s'activer et d'utiliser l'audience du 27 juin pour que tout le monde se mette d'accord sur un planning complet. Je vais pas vous détailler toutes les deadlines qui ont été fixées et toutes les audiences qui ont été prévues, je vous les ai traduites, je vous les affiche là. Comme ça, si ça vous intéresse d'avoir tout le détail et toutes les dates, vous pouvez mettre pause et prendre le temps de lire ça tranquillement. Nous, il y a deux choses qui nous intéressent aujourd'hui. La première, c'est qu'ils sont tous d'accord, et la seconde, c'est qu'il y a une date de procès. Donc si tout se passe comme prévu, et bon c'est pas du tout sûr, mais on espère bien fort, le procès de Bryan Kohberger se déroulera du 2 juin 2025 au 29 août 2025. Bon, c'est excessivement long, mais en réalité c'est pas exactement le temps total du procès, puisque en fait ce temps est séparé en 3 grands temps. D'abord, à partir du 2 juin, il y aura la sélection du jury pendant 15 jours, c'est le temps très classique pour la sélection d'un jury. Ça, c'est quelque chose qu'on verra pas, qui sera pas filmé pour préserver l'anonymat des jurés. Ensuite, le procès en tant que tel devrait donc démarrer autour du 16 juin pour une durée de 8 semaines, sachant qu'il n'y aura pas d'audience les 19 juin et 4 juillet qui sont des jours fériés aux États-Unis. Et puis si Bryan Kohberger est reconnu non coupable, ça s'arrêtera là, au bout de ces 8 semaines. Et puis s'il est reconnu coupable, il y aura une période de 2 semaines supplémentaires pour ce qu'on appelle en anglais the mitigation, qui est en fait une période pendant laquelle la défense va amener des éléments pour expliquer pourquoi, à son sens, la peine pour l'accusé ne devrait pas être trop importante, ou en tout cas la défense va tenter de minimiser au maximum la peine. Alors ça peut être parce que, je sais pas, il a des circonstances atténuantes pour des raisons de santé mentale ou des raisons familiales ou des choses comme ça. En tout cas, la défense va pouvoir plaider ça à ce moment-là, et donc c'est à la fin de ces 2 semaines qu'on connaîtra la sentence appliquée, qui sera peut-être la peine de mort, peut-être plusieurs peines de prison à vie dans un cas comme ça paraîtrait les peines les plus logiques. On verra. Tout le monde est ok sur ce calendrier, même si Anne Taylor, l'avocate de Bryan Kohberger, elle a quand même tenu à faire un petit rappel. I know the court has listed this as taking place in Latah County. We haven't been heard on our change of venue yet. I don't want anybody thinking I'm agreeing to Latah County is all. The June of 2025, that's the time frame that we have been working towards. I am hopeful that we can come in there. We're working towards that date. I just want the court to know that that's not finished at this point. That's very much ongoing and new things are coming out that we need to follow up. Dans les semaines qu'on suivi, c'est rien passé de fou, on reste sur une bataille classique entre l'accusation et la défense. Tu m'as pas passé les preuves, ouais mais toi non plus, ouais mais c'est pas ma faute, c'est parce que le grand méchant FBI il me donne pas les infos. Voilà, ça continue encore et encore. C'est toujours la même rengaine, vous connaissez, vous commencez à être habitués je pense. C'est la cour de récréation. Ou l'Assemblée nationale, enfin si tu me diras c'est pareil. Et c'est à tel point que fin août, l'accusation elle a déposé un document officiel pour dire oui, alors la défense, elle a dit qu'on n'avait pas eu toutes les infos sur l'enquête téléphonique, mais c'est pas vrai, on a bien eu toutes les infos, donc on tient à faire un document pour dire ça, parce qu'on veut pas qu'on croie qu'on a dit qu'on n'aurait pas eu. Bon, tout ça, ça nous amène à la plus grosse partie de cette vidéo, à savoir l'audience du 29 août 2024. C'est donc une audience qui est prévue spécifiquement pour que la défense explique pourquoi, selon eux, il faut déplacer ce procès. Évidemment, l'accusation va pouvoir y répondre, et pour pouvoir appuyer un petit peu son point, son dossier, la défense a fait appel à plusieurs de ses experts, et va donner à cette occasion aussi le résultat de son enquête téléphonique qu'ils avaient fait, vous savez, auprès des 400 jurés potentiels, et qui avait été sujet aussi à débat, que l'accusation avait essayé de faire interdire, mais finalement ils avaient pu le faire. Bon ça y est, on va enfin connaître les résultats de cette enquête. Si au départ la défense avait dit qu'ils voulaient changer de comté mais ils n'avaient pas dit où ils voulaient aller, là ça y est, ils ont décidé, ils veulent aller dans le comté d'Ada, dont la grosse ville est Boise, et ils veulent que le procès ait lieu à Boise. Le comté d'Ada, c'est le plus grand comté d'Idaho, il y a plus de 500 000 habitants, ce qui est effectivement beaucoup plus que les 40 000 habitants que compte le comté de Latah, où se trouve la ville de Moscow, qui est là donc où ont lieu les meurtres, et où se trouve aussi le tribunal où est supposé se dérouler le procès de Bryan Kohberger. C'est une audience qui a été super longue, qui a duré plus de 7 heures, bon même s'il y a eu des pauses, donc en vrai c'est un petit peu moins que ça. Je vais essayer de vous la résumer du mieux possible. Le premier témoin qui s'est exprimé, il s'appelle James Todd Murphy, et c'est un expert en analyse des médias, et c'est aussi le président du site TruthScope, qui est un site d'analyse des médias, ce qui a complètement du sens vu que c'est son métier.
Il nous a fait plein de jolis graphiques que je vais vous montrer et il nous a expliqué que sur l'ensemble des articles qui parlent de cette affaire publiés entre le 1er janvier 2023 et le 15 juillet 2024 dans l'Idaho, eh bien il y a 36% uniquement dans le comté de Latah, alors que c'est un comté qui est très peu peuplé, donc ça paraît complètement démesuré qu'il y ait autant d'articles sur l'affaire par rapport au nombre d'habitants. Et on le voit d'ailleurs sur le graphique suivant, hein, quand on regarde par rapport au comté d'Ada, lui il concentre 34% de la couverture médiatique sur la même période, sauf que dans ce cas, c'est à peu près proportionnel au nombre d'habitants, et la preuve, on le voit dans le graphique d'après, c'est qu'une personne du comté de Latah, elle a à peu près 60% de risque d'avoir vu un article qui parle de cette affaire, alors que dans le comté d'Ada, c'est autour de 31%, donc c'est quasiment 2 fois moins. Ensuite, ça a été au tour d'un autre témoin de venir à la barre, et c'est le docteur Amani Alayali. Elle est psychologue sociale et elle est professeure à la Eastern Washington University et elle est venue nous parler de biais cognitifs et de l'influence des émotions sur ces biais. Donc elle, son argument principal, c'est qu'à force d'être exposée à des articles qui indiquent la culpabilité de Bryan Kohberger, les gens du comté de Latah, ils ont un risque fort d'avoir ce qu'on appelle un biais de confirmation. Un biais de confirmation, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté plusieurs fois dans notre vie, si, je vous promets. C'est quoi? C'est qu'en fait, quand on a une croyance, on a tendance à chercher des éléments qui vont aller dans le sens de cette croyance, donc à nous prouver qu'on a raison, et tous les éléments qui iraient à l'encontre de cette croyance et qui pourraient nous amener à une remise en question, on va naturellement les mettre un petit peu de côté. C'est un phénomène qui est inconscient, que notre cerveau fait de manière totalement automatique, donc ce sera exactement la même chose dans le comté d'Ada, sauf que comme on l'a vu avec le témoin précédent, les gens de ce comté-là ont beaucoup moins de risques d'avoir été confrontés, et moins régulièrement en plus, à des articles qui leur dit que Bryan Kohberger est coupable, donc il y a plus de chances de trouver des jurés qui n'ont pas été confrontés à ces articles et qui n'auront donc pas ce biais de confirmation. Et bien entendu, le dernier et le plus important des témoins de la défense, c'est le docteur Brian Edelman, qui est aussi psychologue social et expert en jury. Je sais pas si vous connaissez la série Bull, mais Brian Edelman, il fait exactement ça, le mec c'est Bull en fait. Il a une boîte privée dont le travail c'est de faire plein de recherches, plein d'analyses pour composer le meilleur juré possible. Et évidemment, il va le faire soit pour l'accusation, soit pour la défense. Et dans ce cas précis, il travaille pour la défense de Bryan Kohberger. Sa tête vous dit peut-être quelque chose parce qu'on l'avait déjà vu, Brian Edelman. C'est lui qui a créé le questionnaire de la fameuse enquête téléphonique que l'accusation avait tenté de faire annuler, et c'est lui qui s'était énervé au tribunal en disant que c'était complètement inadmissible que l'accusation dise qu'il était en train d'empoisonner les jurés potentiels. I'm not crying, I'm angry. Bon Brian Edelman is back et il vient nous livrer les résultats de cette fameuse enquête. Est-ce que vous êtes prêts? Alors les voici. Ce qu'on apprend d'abord, c'est que 98% des habitants du comté de Latah ont entendu parler de l'affaire, contre 93 dans le comté d'Ada. 67% des habitants de Latah pensent que Bryan Kohberger est coupable, contre 68% des habitants d'Ada. 25% des gens du comté de Latah pensent qu'il est coupable de façon certaine, contre 22% dans le comté d'Ada, et 51% reconnaissent que ce sera très difficile pour Bryan Kohberger de les convaincre de son innocence, contre 56% à Ada. Donc là, on est sur des pourcentages quand même relativement similaires. Là où on voit une vraie différence, c'est sur le nombre de gens qui connaissent l'affaire. On voit qu'à Latah, ils sont 78% à connaître une personne qui vit ou qui a vécu à Moscow, contre 20% seulement à Ada. 25% des gens du comté de Latah ont été eux-mêmes ou ont un membre de leur famille qui ont été à l'université de Moscow. Et là, on tombe à 4% pour le comté de Latah. 40% des gens interrogés dans le comté de Latah sont allés ou sont passés près de la maison où ont eu lieu les meurtres, contre 8% seulement pour les habitants d'Ada, et on voit aussi que 22% des gens du comté de Latah sont impliqués ou connaissent quelqu'un qui est impliqué dans l'enquête, alors qu'on n'est qu'à 4% dans le comté d'Ada, et évidemment s'ils sont impliqués ou qu'ils connaissent des gens impliqués dans l'enquête, ils n'ont pas le droit d'être jurés. Bon, évidemment, il a partagé la totalité des résultats de l'enquête, ce que moi je ne vais pas faire. Ce qui est intéressant pour nous à voir ici, c'est que en plus de pointer du doigt les médias, l'autre aspect qui est mis en avant par la défense, c'est le côté petite communauté, et c'est quelque chose sur lequel Brian Edelman va pas mal insister. Ce que va nous expliquer le docteur Edelman, c'est que le côté petite communauté, c'est important par rapport à la pression qui est mise sur les jurés, puisque, dans un comté petit comme Latah, ça devrait être assez facile pour les gens de deviner qui sont les membres du jury. Il suffira, nous dit-il, de regarder qui ne vient pas chercher ses enfants à l'école pendant cette période, et bim, on saura qui est dans ce jury, et du coup, ça veut dire qu'on pourra aller parler aux membres du jury, qu'on pourra peut-être les influencer, et ça va leur mettre une grosse pression aussi sur les épaules, puisque, il va être attendu de leur part qu'ils trouvent cet homme coupable. Et pour appuyer son propos, il va nous citer des phrases qui ont été prononcées par les gens interrogés lors de cette enquête quand on leur a demandé comment ils réagiraient selon eux
si Brian Kohberger était reconnu non coupable. Donc voici ce qu'ils ont dit entre autres. Ils mettraient le feu au tribunal. Dire qu'il y aurait de l'indignation serait un euphémisme. Ils penseraient que le jury a échoué. Il faudra beaucoup de preuves convaincantes pour le déclarer non coupable. Donc s'il est prouvé innocent, ce sera grâce au système judiciaire. Je peux pas imaginer que ça se produise, parce qu'ils ont tellement de preuves contre lui, on serait stupéfait. Je pense qu'il serait en colère et choqué. Je pense qu'ils devraient le juger ici. Ce que cette enquête elle a montré, c'est qu'il y a aussi beaucoup de rumeurs qui circulent sur Brian Kohberger, dont voici quelques exemples. Brian Kohberger aurait déjà tué un couple dans l'Oregon et il aurait écrit qu'il voulait commettre le meurtre parfait. Brian Kohberger déteste les femmes, il ne les respecte pas. Il a développé une obsession sur une des victimes qu'il aurait ignorée, et c'est pour cette raison qu'il l'aurait traquée et puis qu'il aurait tué plusieurs autres habitants de la maison. Les meurtres commis par Brian Kohberger auraient peut-être un lien avec des rituels de mise à mort d'animaux. Et bien évidemment, tout ça ce sont des rumeurs, il n'y a rien du tout qui est fondé, et Brian Edelman va conclure en rappelant les points essentiels selon lui, à savoir que le comté de Latah il est tout petit, que les crimes sont gravés dans la conscience du public dans ce comté, que la plupart des jurés potentiels à Latah, ils ont un lien direct ou indirect avec cette affaire, ce qui les rend donc inéligibles à la position de juré. Ces meurtres ont créé de la peur et de la panique dans le comté de Latah. Des rumeurs et des informations erronées sont répandues dans la communauté. Un jury du comté de Latah ressentira la pression de la communauté pour condamner Brian Kohberger. Au passage, le docteur Edelman, il va nous balancer plein de chiffres, plein de données comme ça, un peu dans tous les coins. Notamment, il va par exemple expliquer que 78% des affaires où il y a eu plus de 80 articles publiés ont vu leur demande de changement de lieu acceptée. L'accusation a aussi répondu à tout ça au cours de cette audience avec leurs propres arguments. Pour ce qui est des médias, on l'a déjà dit, la presse, il y en a partout, le monde entier connaît cette affaire, donc ce n'est pas un argument. Les biais cognitifs, oui, ça existe, ça l'accusation ne va absolument pas le nier, mais déjà, ça va être exactement la même chose, peu importe le comté où a lieu le procès. Et puis ils nous disent qu'aujourd'hui, il y a des tests qui existent, des choses qu'on peut faire passer aux jurés en présélection, qui permettent de sélectionner un juré qui n'a pas entendu parler de cette affaire, ou qui connaît pas grand-chose de manière le plus fiable possible, et donc d'avoir un juré équitable, et c'est possible de le faire dans le comté de Latah, c'est pas un souci. Et puis sur les résultats de l'enquête téléphonique, je pense que vous allez pas être choqués par l'argument de l'accusation, c'est probablement une réflexion que vous vous êtes déjà faite aussi, les pourcentages sont pas très éloignés, la différence n'est pas significative, et il y a même certains aspects sur lesquels, les pourcentages sont plus élevés dans le comté d'Ida que dans le comté de Latah, donc ça ne justifie pas qu'on change de lieu, d'autant que changer de lieu ça va coûter très cher, ça risque peut-être de déplacer un petit peu le planning sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Donc pour l'accusation, oui, il y a certainement des petits gains à déplacer ce procès, mais les aspects négatifs sont bien plus importants, donc écoutez, les comptes sont pas bons, Kevin, il n'y a pas d'intérêt à déplacer ce procès. Au moment où je tourne cette vidéo, on est bonne question. 5 septembre. 5 septembre. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 septembre 2024 et le juge n'a pas encore donné sa réponse pour savoir si on déplaçait le procès ou pas. Et il risque de mettre un petit peu de temps à se décider parce que, comme il l'a dit, it's a challenge. So I listened carefully all day and I thought there was some really important things to think about. Honnêtement, il y a des bons arguments des deux côtés, ça va pas être facile, et il y a pas mal d'experts qui se sont exprimés depuis sur le sujet pour compléter un petit peu ces arguments d'un côté ou de l'autre, que ce soit pour bouger le procès ou pour le laisser sur place. Moi, personnellement, j'espère qu'il ne bougera pas. Pourquoi est-ce que j'espère de tout cœur que le procès il va rester dans le comté de Latah? C'est pour les familles des victimes, parce que Boise est à 5 heures de Moscow. Or là, il faut bien comprendre que pour pouvoir assister au procès du meurtrier potentiel de leurs enfants, les parents des victimes, ils doivent poser des congés sans solde. Alors, dans ces cas-là, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des dons de congés parmi les collègues. On espère quand même que les employeurs seront compréhensifs et sympas sur ce coup-là. Mais déjà, rien que ça, c'est complètement fou en fait. Mais si en plus le procès il a lieu à Boise, les familles des victimes, elles vont devoir déménager en quelque sorte pendant une période potentiellement de 3 mois pour pouvoir assister à ce procès. Où est-ce qu'elles vont loger ces familles des victimes? Qui est-ce qui paye? C'est l'État qui paye? Ou on les laisse payer de leur poche alors qu'ils ont déjà des congés sans solde à prendre? Est-ce que c'est juste de demander à ces gens de déménager pendant une aussi longue période? Moi je pense que non, et je pense qu'il y a des options qui existent pour pouvoir sélectionner des jurés dans une population un petit peu plus large que celle du comté de Latah. Ils avaient par exemple évoqué la possibilité d'aller chercher des jurés au comté juste à côté, qui en fait sont pas très très loin, eux ils pourraient faire l'aller-retour matin et soir. Je pense que c'est une bonne possibilité.
il y en a d'autres qui ont été évoqués. Je trouve accessoirement que John Judge, il a déjà donné beaucoup à la défense. Le procès va avoir lieu au moment où la défense l'a demandé. Pour la durée que la défense a demandé, ils ont été autorisés aussi à faire ce sondage. Sur ce coup-là, je trouve que les familles des victimes, elles devraient passer en priorité. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire. C'est mon avis. Et dans les arguments qui ont été cités contre le changement de lieu par des experts divers, il y a aussi le fait que le comté d'Ada, à la base, c'est un comté super safe, hyper sécurisé, et si aujourd'hui les habitants ils sont pas centrés pour l'instant sur l'affaire Bryan Kohberger, si l'affaire est déplacée chez eux, il y a des chances pour qu'il y ait beaucoup plus d'articles de presse qui sortent, et que d'un coup ils s'y intéressent de manière beaucoup plus importante. D'autant que, peut-être que les gens du comté d'Ada, ils vont être un peu vénères qu'on leur colle le procès de Bryan Kohberger, et je vous explique pourquoi. Ces dernières années, il y a d'autres personnes qui ont demandé et obtenu à ce que leur procès soit déplacé pour avoir lieu à Boise, et ces personnes, ce sont Lori Vallow et Chad Daybell. Alors si vous suivez un petit peu le true crime, ce sont des noms que vous connaissez, c'est un couple qui a, entre autres, assassiné les 2 enfants de Lori Vallow, et ils ont été jugés pour ça. Lori Vallow, elle a été jugée à Boise en 2023, Chad Daybell, il a été jugé à Boise en 2024, donc si on leur colle en 2025 le procès de Bryan Kohberger, la petite communauté tranquille, ils vont peut-être pas être si contents que ça, ils vont peut-être commencer à en avoir un petit peu ras-le-bol, qu'on leur ramène tous les meurtriers du coin pour être jugés, plus les journalistes qui vont avec, etc., etc. Et ça, ça va peut-être finir par desservir Bryan Kohberger. En tout cas, on verra ce que le juge va décider. Quand la décision sera annoncée, je vous la mettrai probablement dans un commentaire épinglé. Peut-être que je vous le dirai dans une autre vidéo update, mais c'est pas sûr du tout parce qu'il y a de grandes chances pour que je fasse pas d'autres vidéos sur cette affaire avant mars-avril. En tout cas, si le calendrier est tenu, si tout ce qui a été annoncé se passe comme prévu, ce qui évidemment n'est absolument pas certain du tout, mais s'il n'y a pas de grosses dingueries du type « le procès est annulé car en fait avec les données téléphoniques on peut prouver que c'était pas lui », normalement le calendrier qu'on a, il va jusqu'à juin et sont surtout des audiences qui sont prévues pour cette histoire de passation des preuves, donner la liste des témoins qui vont être potentiellement appelés à la barre pendant le procès, et tout ça, ça va très probablement pas être filmé, donc j'aurai pas grand chose à vous dire. Après, il y a 3 sujets qui peuvent potentiellement, en fonction de ce qui se passe, donner lieu à une vidéo supplémentaire. La première, c'est si le procès est déplacé, il est possible qu'Anne Taylor, elle demande à ce que la date du procès soit changée, qu'elle utilise ça comme excuse pour repousser encore le procès. John Judge, il avait dit qu'il était pas du tout pour, il avait dit « Pour moi, la date du procès ne changera pas, même si on change de lieu, mais c'est possible quand même que ça ait un impact et que la date soit encore repoussé, donc si c'est le cas, là il y aurait matière en fait à vous parler. Il y a une audience qui est prévue le 7 novembre 2024 et au cours de cette audience, la défense va demander à ce que la peine de mort soit écartée et que il y ait un maximum, j'imagine, de prison à vie comme peine. Bon, c'est hautement improbable honnêtement qu'ils obtiennent gain de cause. Je pense pas que pour 4 meurtres, le juge accepte de retirer la peine de mort de la table. Donc à moins que, grosse surprise, ils y arrivent, là encore je vois pas trop l'intérêt de vous faire une vidéo juste pour vous dire voilà ils ont tenté mais ils ont pas réussi, sauf si vous me dites dans les commentaires que ça vous intéresse, que je prenne le temps de vous donner un petit peu les arguments de la défense et de l'accusation parce que vous avez envie de comprendre un petit peu comment ça se passe, à condition évidemment que l'audience soit filmée, ça je sais pas pour le moment. Et puis il y a une autre audience qui est prévue le 6 février 2025, et là ce sera pour discuter des preuves que la défense et l'accusation voudraient faire interdire pendant le procès. Donc typiquement si la défense arrive à faire rejeter l'ADN, c'est à ce moment-là qu'on le saura, mais honnêtement ça m'étonnerait beaucoup qu'ils arrivent à faire rejeter l'ADN. Mais après on sait jamais, donc si jamais il se passe des trucs de fou pendant cette audience et qu'il y a, j'en sais rien, telle ou telle preuve qui arrive à être rejetée par un côté ou par l'autre, là effectivement ça aura un intérêt pour moi de vous faire une vidéo. Si c'est pas des trucs hyper fous qui sont rejetés, ou peut-être même qu'on ne saura pas ce qui est rejeté parce que c'est pas pertinent et que ça sort pas dans la presse, en fait j'aurai pas grand chose à vous dire. Donc sauf si vous me dites dans les commentaires que s'il y a des audiences filmées, même si l'issue elle est pas surprenante, ça vous intéresse que je vous en parle quand même un petit peu, si vous voyez une vidéo mise à jour sur cette affaire de ma part avant mars ou avril, c'est qu'il s'est passé un truc de fou malade quoi. Mais sinon, ce sera plutôt une vidéo mars-avril, peut-être un live, j'avais envisagé de faire un live sur cette affaire pour répondre à vos questions. L'idée à ce moment-là, dans tous les cas, ce sera de vous partager un petit peu les derniers éléments, et puis de vous expliquer les dernières démarches pour les 2 parties avant le début du procès, et comme ça on pourra préparer enfin ce procès ensemble.
Donc voilà un petit peu où on en est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je le redis ici, c'est une affaire en cours, donc peut-être que je vous ai dit des choses aujourd'hui qui, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, que sais-je, ne seront plus vraies. Eh bien, si c'est le cas, vous pouvez me le mettre dans les commentaires aussi. Et puis, si jamais vous avez entendu, vous, d'autres choses que ce que je vous ai raconté, ou lu d'autres choses dans la presse, vous pouvez aussi me partager ça en commentaire. Comme ça, on pourra débattre, je serai ravie de vous partager mes sources, même si normalement, j'essaye de les mettre dans la description, enfin je les mets quand j'oublie pas plus exactement. Et puis n'oubliez pas que vous avez le lien vers tous les documents qui sont publiés par la défense, l'accusation et la cour dans la description aussi, donc si vous le voulez, vous pouvez aller accéder vous-même aux documents du procès de Bryan Kohberger. Et puis dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous pensez de cette affaire et notamment de Bryan Kohberger. Est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Est-ce que vous pensez qu'il est innocent? Est-ce que vous savez pas? Est-ce que votre avis il a évolué au fur et à mesure des différentes updates et des infos qui sortent? J'ai très hâte d'en parler avec vous car comme vous l'avez peut-être remarqué, cette affaire m'obsède un tout petit peu. Vraiment, pas beaucoup mais un tout petit peu comme ça. J'ai trop hâte de discuter de tout ça avec vous et en attendant, eh bien je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire de procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.